enfin parler d'Ant-Man. Quand faut y aller, faut y aller. Bonjour à tous, vidéo un peu spéciale parce que ce sera la dernière avant les vacances et on va parler aujourd'hui de deux gros blockbusters. On va parler donc d'Ant-Man and the Wasp et de Mission Impossible Fallout. Et d'ailleurs c'est bon, maintenant il fait trop chaud, j'arrête de m'enfermer dans le noir parce que je vais mourir. Déjà que d'avoir la fenêtre fermée à côté de moi ça me fait un peu chier, mais bon, si je l'ouvre ça va ruiner le son et donc ça sera pas agréable pour vous. Ah ça on peut dire que c'est pour vous que je le fais. On va commencer directement par Ant-Man and the Wasp et non Ant-Man et la guêpe parce que ce titre n'a aucun sens. Ce second volet des aventures d'Ant-Man est toujours réalisé par Peyton Reed, qui avait récupéré le premier volet en cours de route alors qu'il était à l'origine entre les mains d'Edgar Wright. Nous retrouvons bien évidemment au casting Paul Rudd en Scott Lang Ant-Man, Evangeline Lilly pour interpréter la guêpe, et Michael Douglas pour le docteur Hank Pym, père de la guêpe. L'intrigue du film prend place entre les événements de Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Suite aux événements de Civil War, Scott Lang va se retrouver emprisonné chez lui, bracelet à la cheville, et s'occuper de sa fille. Bien évidemment, le repos sera de courte durée et Scott va devoir renfiler son costume d'Ant-Man pour aider Hank Pym et Hope, devenue la guêpe. Alors, pour essayer de faire court, comme je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, tout ça, je suis allé voir le film le matin de sa sortie. Je vous raconte ma vie, mais à la base, je devais aller voir le film donc le matin à 10h, puis rentrer à la maison, commencer à écrire la critique, la tourner, puis la monter et espérer la sortir le soir même. Ou alors le lendemain, le jeudi soir. Le problème, c'est que le film m'a foutu un énorme coup de fatigue, et lorsque je suis rentré chez moi, j'avais pas la force de pouvoir passer la journée intégralement sur Ant-Man. Donc j'ai préféré reporter ça, que ça laisse un petit peu refroidir aussi dans ma tête, et pouvoir vous en parler plus calmement aujourd'hui. C'est la première fois que j'ai failli m'endormir devant un film du MCU, et pourtant j'aime beaucoup cette saga. Et ça se voit pas, hein. Mais là c'était vraiment très long. Et pourquoi? Parce que ce film ne sert à rien, que ce soit lui-même en tant que film, ou alors dans le MCU. On rencontre un problème auquel le MCU peut être confronté très facilement maintenant. Marvel et Disney ont développé un univers tellement riche, avec tellement de personnages, d'intrigues cool, et d'éléments qui relient les films entre eux, que de faire seulement un film sur Ant-Man et la guêpe, ça fait léger. Alors attention, j'attendais pas Ant-Man and the Wasp pour avoir un truc aussi grand qu'Avengers Infinity War, loin de là. Mais déjà, dès l'origine du projet, et cette idée de vouloir faire un film où la trame principale, ça allait être le fait que Hope puisse retrouver sa mère, déjà rien que là, ça fait déjà très léger. À la limite, c'est une intrigue secondaire, mais t'en fais pas la trame principale de ton histoire. Dans quasiment tous les derniers films du MCU, tu découvrais des choses, tu trouvais des choses qui te donnaient envie de voir le film, des choses qui allaient te marquer. Ant-Man, premier du nom, ont introduit un nouveau héros. Doctor Strange ont introduit un héros, un nouvel univers, la pierre du temps aussi. Black Panther ont introduit un nouvel univers, une nouvelle direction artistique. Dans Thor Ragnarok aussi, une nouvelle direction artistique et le duo Hulk-Thor. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois, on peut y trouver l'introduction de quelque chose qui, oui, relance de l'intérêt pour le MCU, parce que bon, on va pas se mentir, c'est très souvent la même chose dans les grandes lignes. Et le fait d'introduire de nouvelles choses va, oui, relancer l'intérêt chez le spectateur, mais aussi faire avancer le MCU. Et c'est pas le cas dans ce nouveau Ant-Man qui ne sert absolument à rien dans le MCU, sauf peut-être sa scène post-générique, dont on va reparler aussi. Le film se concentre sur son petit univers, ses petits personnages, son tout petit scénario. Et clairement, dans votre collection de Blu-ray, vous pouvez le retirer du MCU, la saga tiendra toujours debout. J'avais déjà eu ce problème avec les Gardiens de la Galaxie volume 2, qui pareil ne faisait pas forcément avancer le MCU, on n'introduisait pas grand chose aussi, et c'est pour ça certainement que le film a beaucoup divisé. Mais bon, il y avait quand même bien plus de choses à voir dedans que dans Ant-Man and the Wasp. Et pour terminer aussi avec cette partie, les personnages secondaires sont aussi tous inintéressants. Pour combler l'intrigue et la pauvreté du scénario, on t'a ajouté deux bad guys qui sont qui font partie des plus oubliables du MCU, à savoir Hannah John Kamen pour jouer Ghost, le fantôme, qui aurait pu en plus avoir une histoire cool parce que son background n'est pas totalement inintéressant et on comprend totalement ses intentions et ses motivations. Mais bon, si vous avez vu le film, vous savez très bien que ça va pas non plus extrêmement en profondeur. Et c'est même totalement ridicule dans son acte final par rapport à ce personnage qui, au final, tu peux te dire que si ce personnage n'était pas juste totalement con, on aurait pu régler ses problèmes de manière bien plus simple. Elle aurait eu beaucoup plus d'intérêt à aider Ant-Man et la guêpe plutôt que de se mettre en travers de leur route. Second bad guy par Walton Goggins qu'on avait déjà vu dans Tomb Raider au début de l'année, qui était aussi un méchant très caricatural. Et alors là, lui, toute son intrigue ne sert absolument à rien, on aurait pu mais totalement le retirer du film, c'était pareil. Tout comme le personnage de Laurence Fishburne que l'on reverra peut-être un jour parce qu'il s'agit de Goliath. Donc oui, ce nouveau Ant-Man, et ça m'embête un peu de le dire, mais est totalement inutile. Il y a peu de choses qui tiennent debout et c'est vraiment très léger pour en faire quelque chose d'intéressant. Les incohérences. On en avait déjà dans le premier film, ça avait déjà été relevé, mais bon, visiblement tout le monde s'en fout. Alors oui,
compris, créer un univers c'est compliqué, créer un univers fantastique ça l'est encore plus. Mais à partir du moment où dans le premier film on t'explique que lorsque tu rapetissis, et ben tu gardes la même force et ta même masse, et bah tu gardes ta force et ta masse. Donc c'est pas possible qu'à un moment t'aies un personnage qui se balade avec une mallette où il y a 10 voitures miniatures là-dedans alors que ça devrait peser des tonnes. C'est pas possible aussi de transporter des immeubles de cette façon, ça pèse des tonnes. C'est pas possible de balancer des pèses Hello Kitty en espérant faire des ravages alors que ça devrait rester tout léger. Ce n'est pas possible, ou alors tu nous expliques bien comment ça fonctionne. Et ça me fait chier parce que c'est pas parce que c'est un Disney ou un Marvel ou alors même un comics que ça doit être con. Et que l'on doit accepter aussi que ce soit con. Et sinon, la fameuse scène post-générique. Alors, on va la spoiler, le film est sorti il y a 2 semaines, je considère que vous l'avez déjà vu. Je parle bien sûr de la première scène qui se déroule durant le générique et pas de la scène qui se déroule tout à la fin qui ne sert à rien. Ce qui est très parlant avec cette scène, c'est que, oui, comme beaucoup de personnes l'ont dit, c'est peut-être la scène la plus cool du film. Mais encore une fois, c'est pas cohérent. Pour remettre les choses dans leur contexte, on a Ant-Man qui va retourner dans le monde quantique pour aller chercher de l'énergie quantique. Et on a à l'extérieur Hank et Hope qui sont prêts à le ramener à sa taille normale une fois la mission achevée. Une fois que ça arrive, on a un décompte, 5, 4, 3, 2, 1, et puis personne ne ramène Ant-Man parce que Hank et Hope ont disparu avec le claquement de doigts de Thanos. Donc Ant-Man reste bloqué dans le monde quantique. Et alors ma tête, au moment de cette scène... Donc si je résume, cette scène se passe quelques temps après que Thanos et ses sbires soient venus sur Terre pour défoncer tout le monde. Donc on est certainement en train d'atteindre un degré de danger sans précédent sur Terre, et à ce moment-là, on a Hank, Hope et Ant-Man qui font des expériences à la con sur le toit d'un immeuble. Parce que bon, on ne va pas me faire croire qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe sur Terre vu le Donuts alien géant qui est venu surplomber New York et les dégâts qui ont suivi. Non, mais apparemment, quand je dis que tout le monde s'en fout, mais même eux, ils s'en foutent total. Comment faire une scène post-générique cool, mais qui est incohérente avec ce qui se passe actuellement dans ton univers? On a aussi de grosses facilités scénaristiques dans le film, mais je prends pour exemple la femme de Hank Pym qui revient du monde quantique avec des super pouvoirs et y a rien qui est expliqué. Enfin, tout le monde s'en fout de toute façon. Pour parler du reste, je vais parler de l'humour qui ne fait pas mouche durant tout le film, mais ça c'est le moins qu'on puisse dire. Le film est très porté humour et ça en est parfois même très lourd. La réalisation est banale, le seul truc qui va être cool dans la mise en scène, ça va être le personnage, comme on l'avait dans le premier film, le personnage de Louis qui va se mettre à parler très rapidement pour raconter une histoire. Vous savez de quel passage je parle, mais bon, même ça vient pas de Peyton Reed, ça vient d'Edgar Wright, bien sûr. Par contre, oui, les effets spéciaux sont plutôt bons, et tout particulièrement les effets de rajeunissement des acteurs qui sont totalement dingues. Visuellement, les effets d'agrandissement et de rétrécissement marchent toujours aussi bien, malgré les incohérences de poids que nous avons évoquées. On va s'en arrêter là, parce que je commence à être long, et j'avais pas envie de parler d'Ant-Man pendant des heures. Mais vous l'aurez compris, c'est un tout petit film, un film qui n'est pas forcément intéressant, et ça, dès l'origine du projet, en fait. C'est super léger, n'en attendez pas grand chose si vous ne l'avez pas encore vu, c'est facile, il y a beaucoup d'incohérences, et de toute façon tout le monde s'en fout. C'est un tout petit Marvel qui nous sert d'amuse-gueule en attendant Captain Marvel et Avengers 4. Ce n'est pas une bonne publicité pour ce personnage que l'on va relayer totalement au second, voire même au 3e plan. On avait déjà beaucoup de personnes qui s'en foutaient de ce Ant-Man and the Wasp, et je pense que pour le 3e film, s'il y a bien un 3e film derrière, et bah ce sera encore pire. Et malheureusement oui, c'est tellement peu intéressant et tellement dispensable pour cet univers que ça en fait directement un des films MCU que j'aime le moins, avec Iron Man 2. Bon allez, on va passer à quelque chose de bien plus cool. Mission Impossible Fallout est réalisé par Christopher McQuarrie, qui reprend la caméra une seconde fois après Mission Impossible Rogue Nation. On retrouve bien évidemment dans ce film Tom Cruise, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, mais aussi Henry Cavill et sa fameuse moustache dont on a tant parlé. Ne parle pas de Justice League, ne parle pas de Justice League. Suite à l'échec d'une mission, Ethan Hunt et son équipe vont mettre en péril la vie d'énormément de monde. L'objectif, si vous l'acceptez, est de réparer cette erreur dans une nouvelle mission suicide qui les fera notamment passer par Paris. Et pourquoi je mets en avant le fait que je suis un connard? Tout simplement parce que lorsque Mission Impossible 4 Protocole Fantôme allait arriver, eh ben j'étais un des premiers à gueuler sur la saga, comme quoi il tirait sur la corde et on allait revenir avec des choses très peu intéressantes. Et qu'est-ce que je me suis trompé? Je me souviens, j'étais pas totalement fan de Mission Impossible 4 Protocole Fantôme, même si bien sûr je le reconnais d'énormes qualités. J'avais bien plus apprécié Mission Impossible 5 Rogue Nation que j'avais été voir 3 fois au cinéma. Et on vient encore de passer un cap avec ce Mission Impossible Fallout, parce que oui, il s'agit d'un des meilleurs de la saga, si ce n'est le meilleur. Et j'ai tellement l'air con aujourd'hui, mais bon, on s'en fout, j'ai passé un super moment devant Fallout, j'ai eu beaucoup de mal à décrocher de ce qui se passait
passait à l'écran. J'étais tellement pris par le film que j'avais du mal à décrocher mes yeux de l'image, et donc ouais, pour prendre 2-3 notes, c'était un peu compliqué. On va parler dans un premier temps de la chose qui m'a le plus surpris, et je parle du ton. On est dans quelque chose de très différent par rapport au précédent film. On va avoir une grande résonance dramatique, et on se retrouve avec un film, oui, bourré d'action, mais bien plus posé que d'habitude dans les autres scènes, avec des dialogues parfois longs. Certaines personnes pourraient en ressentir des longueurs, pour ma part c'est très bien passé. Ça se ressent dès l'introduction du film, où généralement on pouvait commencer avec une grosse scène d'action assez spectaculaire, puis ensuite boum, apparition du générique. Là pour le coup, l'introduction représente à elle toute seule le ton qui va être donné dans la suite du film. C'est bien plus posé et bien plus long, vous attendez pas à voir débarquer le générique au bout de 30 secondes, je pense que ça arrive au bout de quasiment 5 minutes de film. C'est posé, y a pas de grosses scènes d'action, on est là surtout pour mettre en place une ambiance, et aussi la menace face à laquelle Ethan va devoir combattre. Et à la fin de ça, on te balance le générique avec la musique phare de Mission Impossible, et je fais cette petite parenthèse pour dire à quel point j'aime les génériques, et j'adore les génériques des 007, et on en voit de moins en moins en ce moment, enfin trop peu, et ça me manque parfois. Deux exemples pour vous montrer à quel point le film se pose et prend le temps de faire les choses pour installer de la tension et une ambiance. À un moment, on a une scène de saut en parachute depuis un avion. Cette scène est longue et on vit quasiment l'intégralité de la descente de Tom Cruise et d'Henry Cavill. On essaye de faire en sorte que tu puisses au maximum être à leur place et ressentir ce qu'ils sont en train de ressentir. Deuxième exemple, et c'est pas du spoil, mais à un moment, on va avoir un décompte de 15 minutes avant une explosion. Et c'est tellement long que j'ai l'impression que nous aussi, on vit ce décompte quasiment à la minute près. Faudra que je chronomètre ça, mais j'ai l'impression que voilà, durant ce décompte de 15 minutes, eh bien on a aussi, nous aussi, 15 minutes de scène pour pouvoir, vivre les événements en même temps que les héros. Si ça se trouve, je dis une bêtise, mais oui, j'ai l'impression qu'on essaye de nous faire vivre et ressentir nous aussi ce décompte. Je prends l'exemple des dernières aventures du Dark Knight de Christopher Nolan, film que j'adore bien évidemment, où l'on pouvait se retrouver dans une situation similaire à la fin. Le problème que j'ai eu avec ce montage, c'est que le décompte de la bombe n'était pas hyper cohérent par rapport à tout ce que l'on voyait à l'écran. Là, il reste 11 minutes 07, et 2 minutes de film plus tard, il ne s'est écoulé qu'environ 40 secondes. C'est du détail, mais pour le coup, dans ce Mission Impossible Fallout, on gagne un truc à nous faire ressentir aussi ce décompte, et ça paraît moins artificiel. J'ai été aussi très surpris par le travail du son et de la musique qu'il y a dans ce film, et qui a eu une incidence bien évidemment sur le ton. On va avoir beaucoup de scènes qui vont laisser place à la contemplation, des scènes avec seulement de la musique et zéro son d'ambiance. A l'inverse, on va avoir aussi des scènes avec des sons d'ambiance, mais zéro musique. Je pense notamment aux scènes de combat à main nue, où l'on ne va pas avoir de musique et on va vraiment profiter du combat et des coups qui sont portés. Il y a une atmosphère qui se dégage de tout ce travail sur le son, on ressent l'action, on ressent ce qui se passe à l'écran. Il y a même un moment dans Paris où on va avoir une petite confrontation entre Tom Cruise et d'autres gars. Et on ressent à fond ce qui est en train de se passer parce qu'il n'y a pas de musique et le bruit des coups de feu va résonner dans les rues de Paris. Transition parfaite, on va maintenant parler de Paris. Et je dois dire que ça a été un méga kiff parce que c'est ma ville, parce que c'est ici que je me lève tous les matins, c'est ici que je kiffe ma vie, c'est ici que je suis né. Pareil, on joue beaucoup sur la contemplation, on va avoir des plans vraiment magnifiques qui vont se dérouler au Trocadéro avec en fond la Tour Eiffel, vers Notre-Dame aussi. Cette scène où Tom Cruise en moto va prendre à contresens le rond-point de l'Étoile avec en fond l'Arc de Triomphe, c'est un hommage du réalisateur à la ville de Paris suite aux nombreux attentats que nous avons subis ces dernières années. Et je dois bien dire que l'hommage est parfaitement réussi parce que l'on voit vraiment Paris sous son plus beau visage. Il y a beaucoup de charme qui vont se dégager de ces plans et de ces images, et aussi, voir Tom Cruise parler français, ça a aussi son petit charme. Bon, par contre, quand tu connais Paris, durant la scène de course-poursuite, il y a des moments où ça se téléporte pas mal. On passe de Passy à la rue des Bars en quelques plans par exemple, mais bon, ça c'est pour chipoter, c'est quand vous connaissez un peu Paris et que vous voulez être chiant avec le film. On n'en fait pas trop non plus, passé les 1h30 de film, vous ne verrez plus Paris, et on va déménager vers deux autres destinations qui vont elles aussi être bien mises en avant. C'est beau, et je vous laisse découvrir ça au cinéma. L'un des autres bons points de ces derniers Missions Impossibles, c'est qu'on retrouve cette équipe qui est super attachante avec donc Tom Cruise, mais aussi Simon Pegg et Ving Rhames, je sais pas si on le dit comme ça, Rebecca Ferguson qui est un personnage toujours aussi intéressant et que j'aime beaucoup. Par contre, pas de Jeremy Renner qui était occupé avec son emploi du temps du côté de chez Marvel, mais son absence ne se fait pas trop ressentir. Tom Cruise est toujours au top, c'est lui qui gère ses cascades, c'est un grand malade. Il y en a même une où il doit sauter d'un immeuble à l'autre, où il s'est blessé, ce qui a arrêté le tournage pendant plusieurs semaines. Et je me suis demandé, mais j'ai l'impression qu'ils ont gardé certains plans du saut où il se blesse pour le film. Et là, très bonne surprise. Enfin bon, c'est pas non plus une surprise, mais Henry Cavill est excellent, très classe, et ça fait du bien de le voir sans son costume de Superman. Pourquoi la moustache du coup? Ça, on n'en sait rien, mais en tout cas, ça lui va comme un gant. À propos de la réalisation, on en a déjà un petit peu parlé, mais on a bien évidemment une belle mise en scène et de très beaux plans parfois. Les scènes d'action sont maîtrisées, notamment les scènes
scènes de combat à main nue qui sont mises en scène avec des petits effets d'accélération durant les coups. On a aussi des plans plus recherchés, par exemple à un moment lorsque Tom Cruise et Henry Cavill arrivent dans les toilettes d'une boîte de nuit. On va filmer le reflet dans le miroir de Tom Cruise qui est en train de s'avancer, et lorsque le miroir s'arrête, et bien on a Henry Cavill qui apparaît en arrière-plan. Je sais pas si je suis clair, mais quand vous verrez le plan, vous penserez à moi. Retenez boîte de nuit parisienne, toilette et miroir. Sinon, on a aussi un plan où l'on filme de haut des escaliers de cette forme comme dans God of War. Et God of War, c'est bien, faites les God of War. C'était la petite pub. Et ce qu'il y a de bien, encore une fois, avec ce film, pour en terminer avec les points positifs, et on va revenir sur 2-3 petits points négatifs derrière, c'est que ça ne fait pas too much. Les scènes d'action sont, oui, spectaculaires, mais on n'est pas non plus sur du Fast and Furious 7 ou 8 avec des choses totalement absurdes. Et ça renforce encore plus notre implication dans ces scènes d'action. Pour terminer, on va parler de 2-3 petits points négatifs. On a un twist très prévisible passé le milieu du film, vous savez, avec tout ce délire des masques où Simon Pegg va pouvoir prendre l'apparence de quelqu'un via un masque. D'ailleurs, j'ai jamais été fan de tout ce délire avec les masques parce que je trouve ça assez facile. On a la mort d'un des personnages secondaires du film dont on se fout un petit peu, et je pense même que d'ailleurs après cette scène de décès, on n'en reparle plus jamais. Pas de spoil, vous verrez bien. Et je trouve le final du film très rapide, et c'est assez paradoxal parce que tout le film est très posé. Quand je parle du final, je parle de la toute dernière scène. En fait, c'est simple, il y a tellement peu de choses et le film se conclut tellement rapidement que tu sais déjà, tu imagines bien qu'il y aura une suite. Mais bon, ça par contre, c'est pour mon plus grand plaisir. Vous l'aurez compris, Mission Impossible Fallout est le blockbuster de cet été, tout comme l'avait été La Planète des Singes Supremacy l'année dernière. C'est un excellent film à voir pendant les vacances pour vous rafraîchir dans une salle climatisée et éviter toute cette chaleur dehors. Et pour ma part, je retournerai déjà le voir à la fin de la semaine, c'est déjà prévu. Quelques petits mots pour conclure, pour vous dire que je pars en vacances durant quelques semaines. Je ne sais pas quand sortira ma prochaine vidéo, bon ça sera certainement la deuxième moitié d'août. Pour garder contact, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, je pense que je serai bien plus actif sur Instagram. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de la liker parce que ça aide. Pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner, et pour tout le monde, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ces deux films, d'Ant-Man and the Wasp et de Mission Impossible Fallout. On se retrouve donc dans quelques semaines, et d'ici là, bonnes vacances à tous. Putain, il fait chaud.